Le temps est écoulé. Allez, mec, je n'ai pas encore fini. Allez, ne me touche pas. Allez, vas-y, touche-moi, espèce de connard. T'as vraiment un peu peur, mec, là, dis donc. Ok, Shintok, allons-y. Un jeune Bruce Lee sort du temple et s'avance dans une rue déserte. Les statues de pierre qui bordent le chemin semblent vivantes, leurs visages tordus et terrifiants. Il s'arrête devant l'une d'elles et soudain, un guerrier masqué commence à bouger, s'extirpant de la pierre pour le poursuivre. Bruce se précipite vers le temple, mais les portes massives se referment juste devant lui. Dans une ruelle étroite, le démon accule le garçon, levant une lourde hache au-dessus de sa tête. Mais juste avant que le coup ne s'abatte, le cauchemar s'estompe. Ce n'était qu'un rêve qui hante le père de Bruce. L'homme se réveille en sueur froide et se précipite pour vérifier que son fils va bien. Bruce est sain et sauf, dormant paisiblement dans son lit. Le père promet de protéger son fils de tous les dangers que le monde lui réserve. Le temps passe et l'homme conduit Bruce à travers les rues bondées de Hong Kong pour rencontrer le maître de Kung Fu, Ip Man. Le garçon se lance dans l'entraînement, répétant chaque mouvement avec concentration et se poussant avec des cris puissants alors qu'il frappe le mannequin en bois. Au fil des ans, le maître lui enseigne l'art du combat et la philosophie du Kung Fu. La vraie bataille ne se livre pas contre d'autres, mais contre la peur, la colère et la haine en nous. Vaincre ces démons intérieurs est le seul chemin vers la véritable force. À l'âge de 20 ans, Bruce développe une autre passion, la danse. Lors d'un festival des lanternes, il se joint à la fête, mais l'ambiance se brise lorsque des marins américains ivres font irruption. L'un d'eux bouscule un homme du coin et s'impose auprès de la compagne de ce dernier. Elle pousse un cri tandis que les amis du marin bloquent la foule pour empêcher toute aide. Bruce s'avance pour la défendre et le marin lui assène un coup. Le coup rate et, en un instant, le jeune combattant leur démontre la rapidité et la précision du Kung Fu. Le marin humilié défie à nouveau Bruce, lançant des insultes pour le provoquer. Mais il tente un autre coup et perd sa veste dans une tentative maladroite de se battre. Désespéré, il saisit un couteau, mais Bruce est prêt. Avec une chaîne dissimulée, il désarme rapidement l'homme, puis l'envoie violemment s'écraser sur une table généreusement garnie de nourriture. Des sirènes retentissent au loin et Bruce s'échappe dans la nuit. La femme secourue le suit, reconnaissante, et l'appelle le petit dragon. Plus tard, Bruce rentre chez lui en douce par la fenêtre, mais trouve son père qui l'attend. L'homme a déjà reçu la visite de la police, qui enquête sur la bagarre. Le marin blessé est allongé à l'hôpital avec un poumon perforé et sa famille exerce une grande influence à Hong Kong. Bruce insiste sur le fait qu'il peut se cacher chez des amis, mais son père l'entraîne à l'écart pour une conversation sérieuse. Ce que le fils entend ensuite le choque. Son père insiste pour que Bruce quitte Hong Kong pour toujours. Le jeune homme rejette cela comme de la superstition, mais le père en est convaincu. Il croit qu'une présence sombre hante leur famille, le même démon que dans ses cauchemars. Des années plus tôt, le frère aîné de Bruce était mort à la naissance, et le père craint que la malédiction ne s'empare aussi de son second fils. Dans la tradition chinoise, la mort d'un premier fils à la naissance était considérée comme un terrible présage. Pour protéger Bruce du même sort, ses parents lui ont donné un prénom de fille et l'ont même habillé avec des vêtements féminins, espérant ainsi tromper le démon qui traquait leur famille. Ils lui ont aussi appris l'anglais pour la même raison, mais aucun subterfuge ne semblait suffisant. Le père croyait que l'ombre continuait de se rapprocher. Comme Bruce adorait les films américains et admirait les voitures rapides, son père proposa de l'envoyer aux États-Unis. Bruce était né sur le sol américain pendant la tournée de ses parents à San Francisco, ce qui signifiait qu'il pouvait y vivre légalement. Son père avait économisé assez d'argent pour concrétiser ce projet et Bruce, stupéfait, ne savait pas comment réagir. Bientôt, le jeune homme monta à bord d'un navire en direction de la Terre des opportunités sans fin, rempli d'excitation à l'idée de ce qui l'attendait. Pendant le voyage, il montra à un passager une affiche de son acteur préféré, James Dean. Mais l'homme, un professeur d'histoire, balaya ses rêves, avertissant que les immigrés chinois étaient traités comme des citoyens de seconde zone, beaucoup étant morts en effectuant des travaux pénibles sur les chemins de fer. Malgré cet avertissement sombre, Bruce croyait en son avenir, mais la réalité le frappa durement dès qu'il mit le pied sur les quais de San Francisco. Pour survivre, il accepta un emploi de plongeur dans un restaurant chinois pour presque rien. Seul le sourire d'une jeune serveuse April illuminait ses journées. Le cuisinier, M. O, n'aimait pas le flirt qu'il observait et rendait le travail de Bruce encore plus difficile en lui donnant davantage de tâches. La propriétaire du restaurant, Mademoiselle Yan, finit par intervenir, brisant la tension en ordonnant aux deux hommes de retourner à leurs tâches. Même avec de longues heures et un salaire dérisoire, Bruce n'abandonna jamais son entraînement et passait chaque moment libre à améliorer son anglais. Mais chaque fois qu'April frappait à sa porte, il laissait tout de côté. Leur romance naissante mit M. O hors de lui et lorsque les mots ne suffirent plus,
Humilié, O saisit un couteau et se jeta sur lui. Bruce se défendit, mais les autres employés prirent le parti du cuisinier. Ils le jetèrent dans une ruelle sombre, où 4 autres cuisiniers, armés de couperets, se précipitèrent à sa poursuite. Bruce grimpa sur l'échafaudage au-dessus de la rue et utilisa son agilité pour les mettre à terre. De retour au sol, Ho parvint à entailler Bruce, lui infligeant une coupure douloureuse. Au lieu de l'affaiblir, la blessure ne fit qu'attiser sa détermination. Il désarma Ho avec rapidité et précision, mais lorsqu'il eut l'occasion d'en finir, il choisit la clémence à la place. Le combat prit fin à l'arrivée de Mademoiselle Yan. Furieuse de voir son personnel abandonner leur travail, elle renvoya tout le monde à l'intérieur, puis appela Bruce à part pour une conversation privée. Elle lui remit son salaire et lui proposa un prêt, parlant d'une voix douce, presque séductrice. Elle lui suggéra de le dépenser pour April, de l'emmener faire du shopping, de louer une chambre d'hôtel et de profiter. Car après avoir tout gaspillé, il serait lié à son restaurant pour la vie, travaillant pour rembourser sa dette jusqu'à la vieillesse. April finirait par se désintéresser d'un simple plongeur. Mais il y avait une autre option. Bruce pouvait investir cet argent dans son éducation. Bruce n'a pas besoin qu'on le lui dise 2 fois. Bientôt, il se précipite dans sa nouvelle vie d'étudiant en philosophie. En plus de ses études, il passe des heures à la salle de sport. Un jour, un habitué Joe... Allez mec, je n'ai pas encore fini. Entraînement 15 heures. Tu vois l'horloge? Il est 15h01. Allez, lorsque Bruce refuse, la tension monte. Joe ricane, que des Coréens ont tué son père et qu'il ne veut pas voir dans sa salle de sport. Il semble que le jeune homme ait besoin d'un petit cours d'histoire et de géographie. Bruce reste calme, s'écartant sans réagir. Le groupe de fauteurs de troubles célèbre ce qu'ils pensent être une victoire, mais Bruce est déterminé à finir son entraînement à sa façon. Il provoque Joe en duel et l'Américain doit patienter pendant que son adversaire enlève ses chaussures et chaussettes. Puis la bagarre commence. Joe se jette sur lui à coups de poing, mais Bruce esquive facilement, saluant même la technique du boxeur avant de le projeter avec une force fluide. Une série de frappes précises met Joe à terre ainsi que ses amis qui tentent de se joindre au combat. La leçon est terminée. Bruce quitte rapidement le ring improvisé, espérant éviter d'autres ennuis. Mais en sortant, les amis de Joe, Benny et Ted le rattrapent. Au lieu d'hostilité, ils lui témoignent de l'admiration. Son habileté les a impressionnés et ils lui demandent de leur enseigner le kung-fu. Bruce accepte, et bientôt, il a sa propre classe remplie d'élèves enthousiastes. Lors d'une séance, une jeune femme nommée Linda s'approche, souhaitant rejoindre le groupe. Des étincelles jaillissent dès leur première rencontre. Lors de la séance suivante, Bruce l'invite à un combat d'entraînement, mais il est projeté au sol par son mouvement rapide. Pourtant, perdre ce round joue en sa faveur. Il profite de la situation flirtée et gagne quelque chose de plus précieux. L'accord de Linda pour un rendez-vous. Ce soir-là, son amie Sherry la conduit retrouver Bruce et l'aide même à tromper sa mère stricte. Sherry ne comprend pas comment Linda peut tomber amoureuse d'un homme chinois, mais Linda ne partage pas ses vues étroites. Elle se maquille, enfile une robe de soirée directement dans la voiture, puis entre bientôt dans un restaurant chic où Bruce l'attend, lui aussi élégamment vêtu. Tous deux sont prêts pour une soirée inoubliable, mais l'homme à l'entrée leur refuse une table. Ils s'installent donc au bar, discutant tout en sirotant leur verre. Linda suggère en plaisantant « Sérieusement, je veux dire, tu es un si bon professeur. As-tu déjà pensé à enseigner le kung-fu? Non, mais je veux dire vraiment te lancer, à l'américaine. » Il devrait ouvrir une chaîne comme McDonald's, sauf qu'au lieu de burgers, on y enseignerait le kung-fu. Pendant ce temps, de nouveaux clients sont installés à des tables, tandis que Bruce et Linda sont ignorés. Il essaie de raisonner avec le maître d'hôtel, mais ses plaintes sont écartées avec une froide indifférence. Bruce s'est habitué aux préjugés et choisit la sagesse plutôt que la colère, emmenant Linda dans un restaurant chinois à la place. Un autre jour, ils vont voir Diamant sur canapé. Linda rit avec le public, mais Bruce ne ressent qu'un profond malaise en regardant à l'écran une caricature d'un personnage asiatique, incarnant tous les stéréotypes insultants qu'il connaît. Linda remarque sa douleur et lui propose de partir. Dehors, sous le ciel nocturne, ils échangent leur premier baiser. Peu de temps après, Bruce emmène Linda dans un studio abandonné. Avec de la détermination dans le regard, il lui dit que ce sera l'endroit où il construira son institut d'arts martiaux. Linda est surprise par le projet audacieux de Bruce, mais s'illumine rapidement, réalisant qu'elle l'a inspiré à viser plus haut. Son institut de kung-fu grandit chaque jour et elle s'entraîne à ses côtés avec fierté. Bruce poursuit ses études universitaires et travaille sur sa thèse. Un jour, pendant le cours, le sol commence à trembler alors qu'un tremblement de terre secoue la salle. Une rafale soudaine de vent le fait tomber et la porte s'ouvre brusquement. Par la porte entre une statue vivante de l'ancien guerrier masqué. Bruce essaie de combattre le démon, mais sa force écrasante le projette au sol en quelques secondes. La silhouette s'en va en silence et Bruce reprend ses esprits, réalisant qu'il s'agissait d'une autre vision.
L'expérience le trouble, et Linda remarque son malaise. Il cache la vérité et lui demande plutôt quand elle va le présenter à sa mère. Linda n'est pas prête à admettre qu'elle prévoit d'épouser un homme chinois. Bruce se sent blessé, lui rappelant qu'il a déjà parlé de leur amour à son père. Finalement, Linda accepte de l'emmener rencontrer sa mère, Viviane. Au début, la visite semble chaleureuse, mais le masque de politesse tombe rapidement. Alors, venons-en au vrai problème, les enfants. Viviane aborde sans détour le sujet des petits-enfants, avertissant que des enfants métis ne seraient jamais acceptés ni en Orient ni en Occident. Les paroles touchent profondément Bruce et, sous la tension, il se brûle avec du thé chaud. Il quitte la pièce en claquant la porte, tandis que Viviane insiste sur le fait que sa fille trouvera un meilleur mari, mais Linda refuse de l'écouter. Elle s'élance sous la pluie battante, courant après l'homme qu'elle aime. Bruce la prend sur sa moto, et ensemble, ils s'en vont construire leur avenir sans attendre l'approbation de personne. Le couple se marie, et Bruce, encore en costume, se rend directement au restaurant de Mademoiselle Yan pour rembourser la dette qui lui avait autrefois permis de s'élever. Puis les jeunes mariés s'installent dans leur nouvelle succursale de l'Institut de Kung Fu. Peu de temps après, un garçon nommé Jérôme arrive, espérant apprendre. Bruce l'accueille, et bientôt l'école commence à se développer. Un jour, Jérôme apporte un message inquiétant écrit en chinois. Bruce assiste à une réunion avec les maîtres locaux d'arts martiaux, furieux qu'il enseigne le kung-fu à n'importe qui, quelle que soit sa race. Les anciens, remplis de préjugés contre les élèves blancs et noirs, exigent qu'il arrête. Bruce reste ferme, expliquant qu'il partage la beauté de la culture asiatique et qu'il rassemble les gens. Ses paroles tombent dans l'oreille d'un sourd, et ils le préviennent que s'il n'obéit pas, l'affaire se réglera à coups de poing. Bruce ne veut pas accabler sa femme avec ses problèmes. Il dit à Linda qu'il a annulé les cours à cause de problèmes fiscaux, bien qu'elle soupçonne autre chose. Déterminé à affronter la situation seul, Bruce entre dans l'arène avec Jérôme comme second. Les maîtres envoient leur champion, un combattant brutal nommé Johnny, connu pour avoir tué un voleur qu'il avait un jour défié. Jérôme supplie Bruce de ne pas se battre, mais la décision est prise. Bruce entre sur le ring avec une confiance tranquille, assénant des coups précis qui ébranlent son adversaire. Johnny riposte avec férocité, griffant même la poitrine de Bruce avec ses ongles pour le faire saigner. Bruce répond avec précision et puissance, montrant la force de ses mains comme de ses pieds. Il projette Johnny au sol et déchaîne une pluie de coups contre laquelle l'homme ne peut se défendre. Johnny est forcé d'abandonner, mais l'humiliation le ronge. Alors que Bruce se retourne pour partir, Johnny lui assène un violent coup de pied dans le dos. Pris au dépourvu, Bruce s'effondre de douleur, se tordant au sol sous l'effet du coup traître. À l'hôpital, les médecins attachent son corps à une machine cruelle qui étire sa colonne vertébrale blessée. Un appareil qui semble plus destiné à la torture qu'à la guérison. Linda se tient à ses côtés, essayant de lui remonter le moral, mais Bruce est accablé de désespoir et lui répond avec froideur. Lorsqu'elle le confronte, furieuse qu'il ait caché la vérité sur le combat, Bruce la repousse émotionnellement, lui demandant si elle souhaite vraiment rester avec un homme cloué dans un lit d'hôpital. Son espoir pour l'avenir s'estompe, mais Linda refuse de l'abandonner. Elle lui rappelle la force de la culture dans laquelle elle a grandi, où l'on n'exige pas de sacrifice, mais où l'on reste unis, quoi qu'il en coûte. Malgré ses paroles dures destinées à la libérer du fardeau de s'occuper de lui, elle revient avec détermination et un carnet, prête à noter ses idées pour l'avenir du kung-fu. Bruce résiste d'abord, s'accrochant à sa faiblesse, mais Linda refuse de le laisser sombrer dans l'apitoiement. Elle lui rappelle qu'alors qu'il lui a autrefois donné des leçons, c'est maintenant à son tour d'apprendre à vivre sans être invincible. Le tournant survient lorsqu'elle lui annonce qu'elle est enceinte. Confronté à la réalité de la paternité, Bruce abandonne son désespoir et commence à lui dicter sa vision. Ensemble, ils posent les bases d'un nouveau style, le Jeet Kune Do, tandis qu'il endure une rééducation douloureuse, réapprenant à utiliser ses jambes. Quelques mois plus tard, il quitte l'hôpital, toujours en fauteuil roulant, mais son esprit brûle plus fort que jamais. Ce même jour, son fils Brandon naît. Dans la chambre d'hôpital, Bruce apporte des miroirs qu'il place autour du berceau pour protéger son premier-né des mauvais esprits. Lorsque Linda lui demande s'il veut prendre son enfant dans les bras, Bruce la stupéfie en se levant seul pour la première fois depuis 9 mois. Le temps passe et la joie revient dans leur vie. Ils apprennent que leur livre sur le Jeet Kune Do va être publié. Peu de temps après, la mère de Linda arrive chez eux pour voir son petit-fils. Linda l'accueille froidement, refusant de pardonner le passé, mais Bruce insiste pour qu'elle rencontre Brandon. Au moment où Viviane prend le bébé dans ses bras, tous ses préjugés s'effacent, remplacés par l'amour simple d'une grand-mère.
La vie prouve que l'amour trouve toujours un chemin, même si la route est longue. Bruce réapprend à marcher aux côtés de son fils qui grandit et retrouve bientôt sa rapidité et sa force. Mais lorsqu'il fait enfin une apparition publique lors d'un championnat de karaté, l'accueil est brutal. Le public le hue, se moquant de ses méthodes non traditionnelles. Pour faire taire les doutes, Bruce déclare vaincre quiconque dans l'arène en moins de 60 secondes. De la foule s'avance Johnny, l'ancien rival, marqué par son orgueil, prêt à se venger. Bruce l'a déjà battu et il est déterminé à recommencer. Linda, terrifiée, le supplie d'arrêter, sachant que les médecins lui ont interdit de se battre. Elle ne peut supporter l'idée de le voir souffrir le même sort une seconde fois. Bruce entre sur le ring avec une confiance inébranlable, prêt à se venger. Comme auparavant, il esquive chaque coup que Johnny lance. Mais lorsqu'il perd sa concentration ne serait-ce qu'un instant, son ancienne blessure est de nouveau visée. Le combattant déloyal frappe violemment le dos affaibli de Bruce, et l'espace d'un instant, tout semble perdu. Johnny célèbre trop tôt. Bruce surmonte la douleur, reprend sa position et assène un coup dévastateur qui envoie Johnny valser hors du ring. Le chronomètre s'arrête bien avant les 60 secondes. La foule explose en applaudissements. Parmi le public en liesse se tient le producteur de télévision Bill Krieger. Il est à la recherche de nouveaux talents et invite aussitôt Bruce à venir présenter ses mouvements sur le plateau d'une nouvelle série, The Green Hornet. Un rêve d'enfance est à portée de main. Bruce se retrouve à Hollywood. Pourtant, les rumeurs circulent en coulisses. Certains se demandent si son visage asiatique convient au rôle. Mais dès que les caméras tournent, tous les doutes s'envolent. Sa rapidité, sa puissance et son charisme laissent l'équipe sans voix. C'est exactement ce qu'ils recherchaient. Très vite, Bruce et Bill discutent déjà de futurs projets, rêvant de séries entièrement construites autour de lui. Accompagné de Linda, il se rend chez le producteur pour une fête dans sa somptueuse demeure. Ils dansent toute la nuit et Linda choisit ce moment pour annoncer sa nouvelle. Elle est de nouveau enceinte. Bruce se sent au sommet du monde, mais la joie se heurte rapidement à la réalité. Bill prend un appel et revient avec de mauvaises nouvelles. La chaîne annule l'émission. Cela arrive souvent à Hollywood, mais Bruce refuse de se laisser abattre. Il continue de poursuivre sa voie, attendant le bon moment. Pendant ce temps, l'argent se fait plus rare et Linda s'inquiète que leur deuxième enfant naisse dans une maison plus petite. Puis, une nouvelle dévastatrice arrive. Le père de Bruce est décédé. Il se précipite à Hong Kong pour les funérailles, où le chagrin l'envahit. Le démon qui hantait ses visions revient sans cesse. En quête de conseils, Bruce rend visite à son ancien maître, Ip Man. Le maître lui rappelle que cette confrontation est le destin pour lequel il s'est préparé depuis toujours. Après avoir testé la force de Bruce lors d'un léger combat, il exprime sa fierté face au progrès de son élève. Mais il le prévient, Bruce doit remporter ce combat pour briser la malédiction avant qu'elle ne touche son fils. Se cacher n'apportera que plus de pertes, comme son père l'a appris. Bruce repart, embarquant sur un navire pour rentrer chez lui. Pendant le voyage, des hommes en costume le suivent, leur intention évidente. Au moment où la menace devient trop lourde, une voix familière retentit. Le producteur Philip Tan se dévoile, expliquant que les hommes ont été envoyés pour amener Bruce à une réunion. Son personnage dans The Green Hornet est devenu extrêmement populaire à Hong Kong et un film avec Bruce en vedette promet d'énormes profits. Bien que Bruce aspire profondément à retrouver sa famille, Philip le supplie de rester un jour de plus. Les négociations aboutissent et Bruce part bientôt en Thaïlande pour le tournage de The Big Boss. Mais le danger le retrouve à nouveau. Un jour sur le plateau, le frère de Johnny apparaît, réclamant vengeance pour l'humiliation qui a laissé son frère infirme. Sans prévenir, il lance une attaque sauvage, déterminé à mettre fin à la vie de Bruce. L'équipe, stupéfaite et confuse, pense qu'il s'agit d'une scène du film et continue de filmer. C'est un affrontement brutal où les deux hommes saisissent tout ce qu'ils peuvent. Lames, gros blocs de glace, même une scie circulaire vrombissante deviennent des armes alors que les deux combattants se poussent mutuellement à l'extrême. Bruce échappe de justesse à la décapitation, se dégageant de l'emprise mortelle. Son agresseur fonce à nouveau, le forçant dans des flaques d'eau sale, lui maintenant la tête sous l'eau. Son corps s'affaiblit, son énergie s'épuise presque. Mais le légendaire Bruce Lee refuse de mourir dans l'humiliation. Par une manœuvre soudaine, il inverse la prise, prenant son ennemi par surprise. Avec fureur et détermination, il enfonce le frère de Johnny dans la boue, l'enterrant avec l'honneur brisé de sa famille. Quand Bruce se rend compte que la caméra a tout filmé, la rage s'empare de lui. Il déchire la pellicule de ses propres mains, déterminé à ce que personne n'exploite ce qui vient de se passer. Peu après, il retourne à Hong Kong. Après une longue séparation, il retrouve ses enfants devenus adultes et sa femme bien-aimée, leur montrant fièrement sa terre natale. Ensemble, ils assistent à la première de The Big Boss. La salle est comble, mais à la fin du film, un silence étrange envahit la pièce. Bruce s'attend au pire, prêt à s'éclipser discrètement, puis il comprend.
Le public s'est simplement arrêté pour essuyer ses larmes. Soudain, la salle explose en applaudissements tonitruants. Les gens le soulèvent sur leurs épaules, célébrant son premier triomphe sur écran. Alors que sa carrière décolle, Bruce reste à Hong Kong où Bill arrive avec une proposition audacieuse, une production, Enter the Dragon. Bruce rentre tard chez lui après leur rencontre, mais Linda l'accueille avec frustration. Le monde du cinéma l'absorbe complètement et les enfants voient à peine leur père. Elle insiste pour que la famille déménage en Amérique et supplie Bruce de venir. La discussion dégénère en conflit. Bruce admet que le rêve américain est mort pour lui depuis longtemps, écrasé par la dure réalité. Leur dispute reste sans solution, mais bientôt il rencontre Philip pour reconsidérer l'offre de Bill. Hollywood pourrait résoudre les deux problèmes. Cela lui permettrait de partager la culture asiatique avec l'Occident et de retrouver sa famille. Sans eux, le succès n'a aucun sens. Le stress pèse lourdement. Les maux de tête le martèlent. Il attrape de l'aspirine. Le tournage de Opération Dragon commence, avec une scène dans un labyrinthe de miroirs. Au milieu du plateau, un tremblement de terre survient, du moins dans la vision de Bruce. Il se retrouve piégé au sein d'infinis reflets. Le démon masqué est là, qui l'attend. Les attaques viennent de toutes parts. La statue du guerrier saisit Bruce à la gorge et le plaque contre une pierre tombale gravée de son propre nom. Il commence à perdre, la même terreur que son père redoutait autrefois se refermant sur lui. Mais alors, dans la vision, Brandon apparaît. Le démon tourne son attention vers son fils, le poursuivant à travers le cimetière. Bruce se force à se relever, s'interposant entre le monstre et son enfant. Il saisit une paire de nunchakus et déchaîne sa fureur, frappant avec une précision implacable. Enfin, il enroule la chaîne autour du cou du démon et l'étrangle jusqu'au silence. Il a enfin vaincu la peur qui le hantait depuis l'enfance, la malédiction contre laquelle son père avait tenté de le protéger. Ensuite, Bruce s'éloigne du plateau, prenant un temps précieux pour être avec sa famille. Bientôt, temps de tourner la scène finale d'Opération Dragon, Linda espère que ce sera l'apogée de sa carrière. Il l'embrasse pour lui dire au revoir, lui avouant son amour avant de monter sur scène une dernière fois. Le film devient un immense succès, un véritable phénomène mondial, mais Bruce ne vivra jamais pour le voir. 3 semaines avant sa première, il décède soudainement. À Hong Kong, plus de 25 000 personnes se rassemblent pour lui rendre hommage, faisant leurs adieux au petit dragon qui a changé le monde. L'héritage de Bruce Lee a perduré à travers ses enfants, et les réalisateurs avaient l'intention de confier le rôle principal de leur nouveau film à son fils, Brandon. Mais Brandon a choisi un autre projet, une décision qui a scellé son destin. Pendant le tournage, la tragédie a frappé. Un accident sur le plateau lui a coûté la vie.